Donc les signaux relatifs au stationnement. Alors, comme d'habitude, la petite ribambelle de signalisation, je vais dire qui existe, hein, donc les signaux 1, E3, 5, E7 et puis tous les signaux de type E9 qu'on voit là dans le bas de l'image. Alors, les signaux E1 à E9i doivent être complétés par des flèches s'ils sont placés le long de la chaussée. Le signal E11 est placé sur les signaux d'agglomération. Vous remarquerez que je n'ai pas fait figurer le signal E11 parce qu'il est appelé à disparaître. Donc ça, c'est une règle importante. Si un signal, quel qu'il soit, placé le long de la chaussée n'est pas accompagné d'une flèche montante ou descendante, il n'a aucune valeur. Donc, il faut bien prendre garde à ça, qu'on peut placer autant de signaux qu'on veut. S'ils ne sont pas accompagnés, on ne sait pas si c'est le début ou la fin. Donc, avec la mauvaise foi régnante, ben, moi, ce sera toujours une fin et je me garerai juste après. Remarque importante, évitons l'installation de signaux inutiles. Une réglementation du stationnement peut se terminer avec la flèche noire vers le bas, mais aussi avec un carrefour, même si celui-ci est situé à gauche, ou une autre réglementation pour stationnement. Donc, quand vous le voyez dans l'exemple de gauche, ben, j'ai mon signal E1 flèche montante, pas de problème, puis j'ai un carrefour qui l'annule automatiquement, donc je ne placerai pas le E1 flèche descendante. Et dans l'autre cas, ben, j'ai un alternatif qui débute en entrée de rue, puis on voit un petit rétrécissement. Je voudrais bien y interdire le stationnement. Ben, plutôt que de mettre un E5 avec flèche descendante, je vais plutôt mettre un signal E1 avec flèche montante directement, de manière à ne pas mettre deux signaux, je vais dire côte à côte. Surenchère de signalisation, ben là j'ai un signal E9B, donc c'est un exemple flagrant d'un mauvais travail. Hein. Donc j'ai un signal E9B qui met fin au signal E5. Donc le signal E5 n'est pas utile avec sa flèche descendante. Ne pas confirmer non plus une règle existante. Quand on interdit le stationnement, il faut veiller d'abord à ce que le stationnement n'est pas déjà interdit par autre chose. Ici, j'ai une chaussée qui est divisée en bandes de circulation et le code de la route prévoit que sur les chaussées divisées en bandes de circulation, le stationnement est interdit d'office. Va de même si la chaussée fait moins de 4,80 m de large, un véhicule classique qui va se ranger sur cette chaussée, il ne va pas laisser 3 mètres de passage, donc ça ne sert à rien d'aller interdire ce qui est interdit, c'est contraire aux prescrits réglementaires. En plus, on en aura une bonne, hein, si on doit commencer à répéter toutes les règles du code de la route par une signalisation, les communes et les gestionnaires de voirie de la région peuvent doubler leur budget de signalisation. Le signal 3, par contre, lui, pourra être autorisé dans un tel cas. Donc ça, c'est pour vous montrer la différence. Pourquoi? Parce que la ligne blanche axiale interdit effectivement le stationnement, mais elle n'interdit pas l'arrêt. Donc si pour une raison X ou Y, on doit également interdire l'arrêt, à ce moment-là, on pourra utiliser un signal 3 dans ce cas de figure. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, ce serait possible pour l'image de gauche. Hein, donc, une voiture ne laisse pas 3 mètres de passage, donc je peux mettre mon signal de 3 puisqu'il s'agit d'une interdiction de stationner, donc je peux interdire l'arrêt de stationnement. Par contre, le signal E1 ne sera pas requis, ne sera pas autorisé puisque c'est déjà une interdiction de stationner en vertu du code de la route. À la place, quand on n'aura pas les 3 mètres de passage, ce que nous préconisons, évidemment, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Si la voirie fait 3,50 m de large, on se doute bien qu'en mettant une voiture, il n'y a plus personne qui passe, donc on ne va pas le mettre. Mais quand on a un doute au niveau de la largeur, qu'on est à 2,80 m, 2,90 m de passage, on pourrait éventuellement utiliser le petit panneau d'information ici qui est sur la droite de l'écran, rappelant la règle du code de la route. Alors ça, c'était pour les conditions un peu de placement. Maintenant, on va les voir les uns après les autres. Donc le signal E1, ce signal permet l'arrêt pour charger et décharger. Donc, en fait, on pourra l'utiliser, par exemple, pour créer des zones de dépose minute ou pour créer des zones de livraison. Attention, si les panneaux additionnels sont placés en dessous de ce signal E1, ce ne peut être que des panneaux limitant la durée du stationnement, comme les jours, les heures ou encore la catégorie, ou alors encore la catégorie du véhicule visé par l'interdiction. Ça, c'est un petit peu plus récent. Donc, avant, on ne pouvait même pas mettre la catégorie du véhicule, on ne pouvait mettre vraiment que des mentions d'heures, par exemple du lundi au vendredi, de 8 h du matin à 18 h pour une livraison. Maintenant, on peut ajouter le pictogramme d'un véhicule, ça peut être un camion, une voiture, on parle même de mettre la trottinette maintenant, donc on avance là-dedans avec le pictogramme. Alors,
à partir du moment où on ne peut mettre qu'un pictogramme de véhicule ou des notions de durée, on ne pourra pas créer une réservation de stationnement avec ce signal. Par exemple, stationnement interdit excepté riverain, ça ne va pas. Cas particulier, donc ça c'est ce que j'expliquais juste avant, les zones de livraison, les zones des pauses minutes devant les écoles ou les zones de livraison. Donc c'est le signal qu'on préconise le plus souvent. Le signal 3. Attention que ce signal ne permet même pas l'arrêt de véhicule pour charger ou décharger. J'ai l'habitude de dire, si dans une rue vous mettez un E3 là où il y a des maisons, eh bien, Bobonne qui revient du marché avec ce botte de poireaux, on ne pourra même pas le déposer en face de cette maison pour qu'elle dépose le botte de poireaux à cette maison. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser ce signal-là à tour de bras. Il vaut mieux utiliser le stationnement interdit. Si des panneaux additionnels sont placés en dessous de ce signal, ce ne seront de nouveau que des signaux limitant la durée du stationnement, comme les jours, les heures ou encore la catégorie du véhicule visé par l'interdiction. Et on ne peut pas non plus créer une réservation de stationnement avec ce signal, donc c'est les mêmes règles à ce moment-là que pour le signal E1. Alors, une petite particularité au signal E3, c'est qu'il sera possible d'interdire, grâce à un additionnel, le stationnement en permanence et de permettre l'arrêt, par exemple, de 7h à 18, à 18h. Quand est-ce que ça va servir? Ça va surtout servir à créer ce qu'on appelait à Bruxelles les axes rouges. Donc, ça va permettre d'interdire carrément même l'arrêt, j'imagine par exemple la rue de la Loi, parce que c'est le cas. Donc, j'interdis l'arrêt et le stationnement dans la rue de la Loi pendant les heures de pointe, mais pour permettre les livraisons, je n'interdis que le stationnement en dehors des heures de pointe et je permets à ce moment-là l'arrêt pour les véhicules de livraison. Mais dans les heures de pointe, là, il faut absolument que les véhicules dégagent, qu'il y ait de la fluidité de trafic. Donc, on n'a même pas permis, je vais dire, de s'arrêter pour livrer pendant certaines heures. Donc, c'est une des petites astuces qu'on peut utiliser avec le signal 3. Les signaux E5, E7, on les utilise encore, mais de moins en moins souvent, parce que dans une gestion moderne du stationnement, on a toujours un côté qui convient mieux pour le stationnement, ou alors on interdira plutôt à l'opposé des garages, parce qu'on a des batteries de garage et qu'on ne sait pas rentrer et sortir des garages si on a du stationnement à l'opposé. Donc, ces signaux-là, on va les utiliser un peu moins souvent. On va toutefois les garder, on va toutefois encore les utiliser, mais ce sera plutôt dans des voiries mitoyennes, pour ne pas favoriser une ville par rapport à l'autre. Ce sera par exemple aussi où là, on a vraiment un bâti continu sans garage de part et d'autre de la chaussée et qu'on n'arrive pas à concilier les gens sur un côté de stationnement. Donc à ce moment-là, on l'utilisera encore, mais ça devient quand même un petit peu rare maintenant d'utiliser ce type de signalisation parce que on a besoin quand même pas mal de potentiel stationnement, même si ça va un peu à contrario de ce qu'on souhaite. Les voitures sont là, ben, on les met quand même quelque part. Alors, ça va interdire aussi, par exemple, de réserver un emplacement de stationnement pour personnes handicapées. Parce que si on met un P, ça va déroger, je vais dire, au signal soit 5, soit 7, dépend de quel côté on se trouve de la chaussée, et on pourra avoir un véhicule garé à hauteur d'un autre véhicule, la mauvaise quinzaine, je vais dire, entre guillemets. Donc, voilà, c'est des signaux qui parfois amènent plus de problèmes que de solutions. En plus, il y a un changement à chaque fois, 8 heures du soir, le 15 du mois ou le 31 ou le 30. Souvent, il y en a qui oublient et puis bon, on a des blocages de circulation le lendemain. Donc, on ne les utilise plus tellement. Alors, ces signaux doivent être placés obligatoirement avec des flèches noires et blanches. Ben oui, parce que c'est toujours le long d'une chaussée, ceux-là. Donc, c'est un peu comme les signaux E1 et E3. Les signaux E5 doivent être placés du côté pair et les signaux E7 doivent être placés du côté impair. Il y a parfois des voiries avec une numérotation continue. À ce moment-là, ben, on a le droit de choisir, comme dit l'autre. Les seules mentions additionnelles que l'on peut retrouver sous ces signaux sont le sigle du disque de stationnement, donc pour gérer la zone bleue, parce qu'on peut très bien avoir une zone bleue au sein de laquelle on a encore de l'alternatif. Donc à ce moment-là, on devra rappeler avec un petit additionnel le sigle du disque de stationnement ou encore la mention payant. Ben, même principe, si on a une zone payante et qu'on a ce type de signalisation dans une rue, on pourrait éventuellement lui adjoindre la mention payant pour éviter que les gens n'utilisent ça pour ne pas payer leur dû en stationnement. J'avais une commune comme Tournai, ils ont gardé très longtemps des comment je dis, des E5, E7 dans une chaussée, ils n'avaient pas mis la pension payant. Bah, bon, j'allais me garer là, et puis bon, ben, je ne payais pas, puisque le signal E5 dérogeait à la notion de zone payante, et comme la mention payante n'était pas rappelée en dessous du signal, c'était gratis. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment au courant, mais en tout cas, ils ont changé
De toute façon, le mode de stationnement maintenant, on me l'a demandé il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, le signal E9A, c'est un signal qui va autoriser du stationnement de manière générale. Alors, on a quelques exemples en dessous qui sont indiqués. Donc, on va voir qu'on va pouvoir aussi réserver le stationnement grâce à ce signal. Alors, quelques exemples en dessous. Donc, le stationnement réservé aux cartes de stationnement, aux détenteurs d'une carte de stationnement. Donc, ça, c'est pas vraiment récent, mais ça existe depuis moins longtemps que la zone bleue, par exemple. Alors, ça va permettre aux riverains, par exemple, d'avoir une carte de stationnement. Ça va permettre à certains groupes cibles de disposer d'un parking qui leur est réservé. On peut imaginer, voilà, près d'une administration communale ou près comment dire, d'un endroit où se réunissent le collège des bourgmestres et échevins, d'avoir comment je vais dire, comme liste cible justement les échevins et le bourgmestre, et de leur octroyer une carte de stationnement pour qu'ils puissent avoir un emplacement réservé quand ils doivent se rendre à la commune ou dans leur salle de conseil, dans la salle de collège. Je dis ça, j'insiste là-dessus parce que souvent on voit encore un P bourgmestre ou un P échevin. Ça, par contre, c'est pas réglementaire, c'est pas légal. Donc, il vaut mieux passer par le système de carte de stationnement. Ça, c'est tout à fait en ordre, tout à fait dans la légalité. Alors, on a à côté le P, sauf le lundi de 6h à 13h. Ben, ça va permettre, par exemple, d'organiser le stationnement les jours de marché. Imaginez-vous une place en saillie, un terre-plein en saillie sur lequel on veut faire le marché. Ben, c'est là qu'on va utiliser le P pour dire d'autoriser le stationnement sur cette place en saillie. Et puis, on va dire, oui, mais comme j'organise le marché, moi, le lundi, de 6h à 13h, ben, alors on va mettre avec un souffle le lundi de 6 à 13h. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on ne pourra pas se stationner sur la place ce jour-là, dans ces heures-là. Les voitures partagées, ben, on voit de plus en plus dans les centres-villes qu'on essaye de partager les voitures de façon à en avoir un peu moins partout, et plutôt de concentrer, je vais dire, les conducteurs sur de temps en temps qui utilisent de temps en temps la voiture, d'en avoir une malgré tout à disposition, sans forcément en acheter une, et sans forcément la garer quelque part, et sans forcément de nouveau encombrer l'espace public avec les voitures. Donc la voiture partagée, on pourra réserver le stationnement pour elle également. Alors encore des usages donc prévus, des réservations prévues. Ben, ici on a le fameux emplacement du stationnement réservé aux personnes handicapées. On voit la police. C'est pas lié, hein, c'est pas parce que je veux dire je mets la police juste derrière. Ça n'a rien à voir. Hein. Au P véhicule de police. Attention, j'insiste sur le fait que ce sera véhicule de police et non pas police tout court. Si vous mettez simplement le terme police, n'importe quelle personne nantie d'un mandat de police judiciaire, comme c'était le cas pour moi avant, peut s'installer à cet endroit-là aussi. En stipulant véhicule, c'est un véhicule strippé. Au pire, ça peut être avec un gyrophare, mais il doit y avoir la notion de véhicule qui rentre en ligne de compte. Plus récemment, on a eu la possibilité de réserver le stationnement aux véhicules électriques, qui sont des véhicules, je veux dire, qu'on rencontre de plus en plus souvent et qu'on va rencontrer de plus en plus souvent, puisque ce sont les seuls véhicules qui, à l'avenir, seront détaxés, je veux dire, par rapport aux entreprises. La plupart du temps, il sera nécessaire de limiter la durée du stationnement dans ces réservations afin d'éviter la présence de véhicules électriques ventouses. Parce qu'on y pense déjà. On peut très bien avoir à un moment donné des gens qui habitent en ville qui ont un pied véhicule électrique à côté de chez eux. Ben, ils vont peut-être même acheter un véhicule électrique exprès pour se mettre près de la borne de recharge publique et de squatter un peu cet emplacement-là. Alors, ce n'est pas prévu pour les réservations à titre individuel. Donc là, on insiste bien là-dessus. Les P et véhicules électriques, ce sera à côté des bornes de recharge publiques. Éventuellement, ça peut être des bornes privées, mais qui doivent être données au public pour pouvoir faire la réservation. Et la raison est bien simple. D'abord, on ne peut pas privatiser l'espace public. Une personne qui achète un véhicule électrique, ben, pour moi, c'est un petit peu comme celui qui a un garage et qui achète un 4x4 trop grand pour le rentrer. Si j'achète un véhicule électrique, ben, je devrais avoir la possibilité de recharger ce véhicule à partir de mon espace privé si je veux le recharger à domicile, ou alors je vais le recharger à la borne publique. Ça, c'est toujours possible de le faire. Mais commencer à aller inonder la voie publique de P véhicules électriques,
pour recharger les véhicules, on va se retrouver avec de la privatisation de l'espace public en moins de temps qu'il le faut pour le dire. En plus, il y aura toujours la problématique du câble qui va passer sur le trottoir, qui risque de provoquer des accidents pour les piétons, etc. Alors je sais bien, il y a peut-être des systèmes de goulottes, des systèmes aériens, j'ai déjà un petit peu tout vu, mais de toute façon, le câble ne pourra jamais traîner par terre, soit réservation ou par réservation. Par rapport aux véhicules électriques, je me permets de t'interrompre parce que c'est vraiment un sujet, qui va être de plus en plus d'actualité. Tout à fait. Heu, si le panneau est posé avec son additionnel, un véhicule électrique peut rester sans se charger et sans payer le stationnement. Est-ce que tu peux parler un peu de cette Oui. notion, qui me paraît quand même, assez essentielle? Oui, donc en fait, je sais qu'il y a un projet, il y a un pro donc tout le monde a entendu la question, je crois, de Barbara, toi tu es lié, hein, donc je ne dois pas la répéter. Donc en fait, c'est vrai que c'est un problème qui d'abord revient de plus en plus sur le sujet sur la table, puisque les véhicules deviennent de plus en plus électriques. Alors, avec la signalisation simple comme elle est la mise, donc le P avec la prise électrique, effectivement, un véhicule électrique, même s'il ne recharge pas, il peut rester à cet endroit-là. Il n'y a rien qui indique qu'il doit partir au bout de sa charge, qu'il doit partir au bout d'une heure ou de 2 heures. Donc c'est pour ça que nous, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est on demande aux communes, quand elles font ce type de réservation, d'y associer le disque de stationnement, donc la zone bleue, de manière à limiter le temps. Ça peut être 2 heures si on prend la zone bleue de type classique, ou ça peut être plus longtemps, ou ça peut être moins longtemps en fonction d'un panneau additionnel qu'on ajouterait au système de panotique. Donc le panneau plus la réservation, plus le disque, avec des mentions d'heures, c'est tout à fait Et possible. si on est en Donc, zone horodateur? et si on est en zone horodateur, ah ben, il faudra peut-être rajouter la mention payant. Encore une fois, on est dans le même schéma que pour les E5, E7. Si on ne met pas d'option payant, à ce endroit-là, c'est gratuit. Bon. Euh, donc je reviens là-dessus. Maintenant, au niveau du code de la route, on nous a déjà proposé pour avis une nouvelle signalisation avec le schéma d'une petite pile électrique et qui signifierait que là, on est limité à la charge. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on passe par cette petite astuce de l'utilisation du disque de stationnement, donc du stationnement à durée limitée, quoi. Ou payant, le cas échéant. Là, à ce moment-là, ça suffira peut-être parce que s'il charge qu'il doit payer son électricité et qu'en plus il doit payer les 25 euros d'amende à cause du payant, ça va peut-être encourager les gens à faire de la rotation. Alors, on pourra également, avec ce stationnement, donc ça, on l'a vu dans le slide précédent, interdire le stationnement sur les places dans les parkings, par exemple, pour les marchés publics hebdomadaires. On pourra aussi limiter la durée du stationnement. On l'a vu un peu avec les véhicules électriques. Donc, 15-30 minutes payant ou disque de stationnement. Alors, la notion de 30 minutes est très importante ici, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir utiliser le disque de stationnement, bon, si ce n'est pas l'image suivante, voilà, c'est l'image suivante, on doit avoir des incréments, le disque n'a des incréments que de 30 minutes, donc on ne pourra pas limiter la durée du stationnement à moins de 30 minutes si on impose l'usage du disque. Donc, c'est à partir de 30 minutes pour pouvoir imposer l'usage du disque et c'est en dessous de 30 minutes si on ne veut pas imposer l'usage du disque. Alors, le 30 minutes, lui, on peut faire les deux puisque le gestionnaire n'a rien prévu à, à cette minute précise-là. C'est pourquoi à Saint-Guilain, par exemple, on a des bornes, je vais dire, de détection 30 minutes. On n'impose pas l'usage du disque, mais on a un P 30 minutes pour l'usage de cette borne de détection. Et alors, cette borne de détection détecte l'arrivée du véhicule et quand le véhicule part. Donc, si à 35 ou 40 minutes, le véhicule n'est pas parti, les stewards vont donner la petite récompense, je vais dire, pour dépassement de temps. Alors, dans ce dernier cas, donc avec le disque, le sigle du disque peut se trouver dans le signal ou en dessous. C'est pas prévu pour tous les signaux. On peut l'avoir pour l'emplacement pour handicapés et pour le disque seulement. L'usage du disque est obligatoire du lundi au samedi, sauf férié. Donc ça, c'est la règle générale, de 9 heures à 18 heures pour une durée maximale de 2 heures. Mais tout peut être adapté avec un panneau additionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut tout changer. Si on veut mettre 30 minutes ou 45, ou pas 45 minutes, ou 1 heure, si on veut mettre dimanche, je veux dire par exemple au mercredi, on pourra le faire aussi par le biais d'un panneau additionnel. Donc on peut vraiment moduler comme on veut le système horaire de la zone bleue. On peut même imposer la zone bleue de nuit, par exemple. Il n'y a rien qui s'y oppose.
Alors, rappel via étiquette ou marque au sol dans la zone bleue. Donc, la zone bleue peut éventuellement être rappelée au conducteur, soit par des étiquettes qu'on vient coller sur, bon, ici c'était sur un panneau relatif au stationnement, ou soit par un rappel, et ça c'est très visible, par un rappel du sigle du disque au sol, pour rappeler que dans cette rue-là, évidemment, ils doivent apposer leur disque et respecter les temps imposés. On arrive maintenant dans la succession de signaux qui vont réserver le stationnement à certaines catégories de véhicules. Alors, le E9B, ce signal vise généralement à empêcher le stationnement des poids lourds dans certains quartiers. À ce moment-là, on tâchera évidemment, éventuellement, de réserver des emplacements destinés aux véhicules lourds à d'autres endroits. Oui, parce que c'est bien de dire au camion, tu ne peux pas venir te garer là, mais où est-ce qu'il va aller se mettre? Si ça se trouve, il va aller se mettre dans une rue adjacente, où il sera encore plus mal placé que dans la rue où on veut l'interdire. Donc là, il faut faire une réflexion globale au niveau du stationnement. Et si on veut faire des quartiers réservés au stationnement des voitures, motocyclettes, voitures mixtes et minibus, ben, il faudra peut-être penser aussi à réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules plus lourds. Alors, justement, on passe à la réservation des véhicules stationnement réservés aux camions et camionnettes. Ben voilà le signal qu'on pourra utiliser à des endroits plus adaptés, je vais dire, au stationnement des poids lourds. Attention qu'à ce moment-là, oui, donc aux poids lourds. On pourra aussi réserver le stationnement donc, aux autocars, puisque les autocars ne pourront pas se mettre non plus là où on a mis du N9B. Mais à ce moment-là, si de tels signaux sont placés, il y a lieu de veiller, s'il s'agit d'accotement, à ce qu'il soit suffisamment large. Si vous mettez un camion en bordure de régionale, alors que l'accotement fait 1,80 m de largeur, ben, il va un peu dépasser, hein, puisque un camion en Belgique, ça fait 2,55 m de largeur. Hein. Il y a lieu de veiller donc qu'il soit suffisamment large et aussi qui soit suffisamment solide pour recevoir des véhicules lourds. J'ai vu des camions qui stationnaient parfois illégalement sur des trottoirs. Il faut voir l'état des trottoirs après. Hein. Les trottoirs sont réduits en miettes parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc, si on fait un accotement, un accotement pour accueillir des camions, ben, il faudra peut-être bétonner, il faudra peut-être faire quelque chose d'assez solide. Le signal E9E, stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir. Signal E9F, stationnement obligatoire en partie sur accotement ou trottoir. On parle bien d'obligation ici. Hein. Donc, pas question de choisir, je me mets à cheval ou je me mets sur la chaussée. Si à ce signal-là, on doit se mettre comme ça. Alors, ces signaux ne peuvent être placés que si le trottoir ou l'accotement, s'il subsiste sur le trottoir ou sur l'accotement, un passage de minimum 1,50 m pour les piétons. Si le trottoir a une largeur variable, il faudra interrompre la mesure, puis peut-être la reprendre. Donc ça, c'est important, c'est ancré dans un article, donc pas question de dire bah, je peux ou je à peu près ou on va me conseiller. Non, ici, c'est vraiment une règle du code du gestionnaire. On doit laisser 1,50 m si on veut poser ce type de signal. Et ça va de pair avec l'article 23 du code de la route qui prévoit qu'en cas de stationnement sur accotement de plein pied en agglo ou sur tout accotement en dehors d'une agglo, on doit laisser également un cheminement piéton d'1,50 m. Alors, signalisation obsolète mais encore existante, ceux qui ont encore cette signalisation dans leur commune se reconnaîtront. Je ne vais pas les citer, je ne voudrais pas leur mettre la honte. Le signal E11, je vais dire au-dessus des signaux d'agglomération. Alors, ce n'est pas innocent si on voit ANSI, parce que je les félicite, ils viennent de l'abroger. Donc, la signalisation E11, c'est une signalisation, disons, assez ancienne, où dans toute l'agglomération, on imposait le stationnement côté pair, côté impair. Alors, d'un point de vue réglementaire, on ne peut mettre ces signaux-là que si les dérogations, parce qu'on a la possibilité de déroger à cette alternance de côté, que si les dérogations sont exceptionnelles. Certaines communes que je ne citerai pas, il n'y a plus que des dérogations. Donc, ça ne sert à rien de maintenir cette signalisation-là, ces signaux de type E11. On les a enlevés un peu partout d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé le chapitre des signaux de stationnement, donc j'attends vos questions. On prend d'abord une question de la salle. Hein. Et donc, comme signal canivelle, que j'ai repris récemment, c'est pas de ma faute, il y aurait un signal 1 avec une flèche et un signal 1 sans flèche, en face de la maison communale. C'est quand même le pire. Non, il y a un problème. Le E1 doit toujours être accompagné d'une flèche, donc je ne sais pas comment il a été placé.
peut-être qu'il est placé d'une manière à dire c'est interdit sur tout un parking. C'est un parking en épi, perpendiculaire, je ne sais pas. Hein. Oui, oui, il y a un terre-plein central ovalisé. Ouais, mais c'est sans doute que le 1 avec de l'autre côté, le 1, la flèche est tombée, est partie, on ne l'a pas rajouté. Ah, c'est pour éviter le stationnement autour de l'ovale. Ben, rien n'empêche rien n'empêche de mettre des signaux 1 avec flèche montante et descendante. Hein. Ça pose pas de problème. Ah, l'autre doit. Ben, tu dois respecter celui qui est équipé de la flèche. Donc il faut voir sa portée. Attention qu'un signal de stationnement, quel qu'il soit, a une portée maximale de 300 mètres. Donc si dans les 300 mètres, il n'est pas répété, la mesure tombe. Et si on le répète avec une double flèche. Donc ça, c'est à voir. Il faut peut-être aller mesurer, de voir si le 1 flèche montante est. S'il n'a pas la flèche, c'est pas valable. Le seul, tu peux trouver des signaux de type E9 sans flèche, s'ils sont mis en fond de case de stationnement, par exemple, mais un signal E1, c'est toujours le long d'une chaussée. Si c'est en fond de case, ça n'a pas de valeur. Non. On identifie leur véhicule comment? Oui, mais peut-être, mais c'est pas légal. Donc là, Oui, donc, je relate oui. la question de la salle, c'est l'étonnement face à comment, au côté illégal finalement des panneaux réservés bourgmestre et Échevin. Ben, le côté illégal, c'est tout simplement qu'on ne sait pas identifier les véhicules de toute façon. Le bourgmestre n'a pas un véhicule strippé, je ne pense pas. Et je vais dire, bon, il ne laisse pas son écharpe mayorale autour de la voiture. Donc, la possibilité maintenant d'avoir cette réservation, c'est d'avoir la carte de stationnement, qui est une carte officielle, au même titre que la carte spéciale pour les personnes handicapées, et il la pose à son pare-brise. Et à ce moment-là, bon, il est légal, on sait identifier son véhicule comme étant correctement garé, correctement placé par rapport à la signalisation mise en place. Donc pas un numéro de plaque non plus? Certainement pas. En général, les numéros de plaque, dès qu'on voit ça, on écrit pour les faire supprimer. Ça me rappelle que la semaine passée, j'en ai vu à Wavre, donc j'ai pris des photos, je vais leur envoyer euh, un petit rapport d'inspection. Donc nous avons une question de François Deteille. On vous écoute. Et Oui, François, Eric, bonjour, rebonjour. bonjour. Dis dans les parkings pour voitures électriques, Oui, tu avais mis deux modèles. Il y avait un modèle avec un câble et un mm, autre modèle avec un câble et une voiture dedans. d'accord, C'est je quoi la vais différence? m'expliquer. Donc, François ici me rappelle que je vais y retourner, ce sera plus simple. Dans la réservation du stationnement pour les véhicules électrique, c'est vrai que je n'ai pas été à fond. Vous avez le modèle d'une prise sans voiture et le modèle d'une prise avec voiture. En fait, le législateur a permis de préciser le type de véhicule qu'on pouvait recharger à cet endroit réservé. Donc, en l'occurrence, à la place de la petite voiture, on peut retrouver un camion, on peut retrouver un bus, on peut retrouver Ah oui, un vélo, par exemple. Je pense qu'on a un peu anticipé s'agissant des camions parce que je pense que les batteries ça va constituer leur chargement, donc ils ne serviront plus à rien. Mais bon, voilà, c'est pour identifier la catégorie du véhicule. ça va. Merci. Rien, François? Merci. Je vais relayer ici une question du chat sur une question un peu sensible, celle des trottinettes électriques. Quid du signal E9 par rapport pour les trottinettes électriques? Le signal E9, ben, la trottinette électrique, c'est un engin de déplacement, hein, donc c'est un peu considéré comme une bicyclette. Donc, je vais dire, il n'est pas, c'est considéré comme un objet quelque part. Donc, son stationnement n'est pas réglementé. Donc, on peut mettre une trottinette sur un trottoir. D'ailleurs, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes pour l'instant dans des villes comme Namur, bientôt à Dinan, ça j'ai appris. À partir du moment où un loueur de trottinette vient s'installer, on a peut-être un endroit de départ bien précis pour les trottinettes, mais après, on les abandonne un peu n'importe où, n'importe comment.
Donc là, encore une fois, au niveau du législateur, on est en train de travailler au niveau fédéral, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est code de la route, sauf les limitations de vitesse, c'est resté dans le ressort du fédéral. En Wallonie, on a repris tout ce qui était, enfin dans les régions, on a repris tout ce qui était vitesse du code de la route, et on a tout ce qui est conditions de placement. C'est pas toujours facile de jongler avec les deux choses. On est un pays compliqué, tout le monde le sait. Donc, on dépend beaucoup du fédéral pour ce type je veux dire, de mesures. Donc, on prévoit maintenant des interdictions de stationner pour les trottinettes spécifiquement, mais c'est en chantier. C'est pas encore approuvé. C'est pas encore. Voilà, on a remis un avis là-dessus, mais c'est pas encore officiel, donc on n'en parle pas pour l'instant. Et on va permettre aussi la réservation du stationnement, j'allais dire aux trottinettes, à certains endroits où ça pose problème, mais où on les veut, où ça pose problème, donc via la réservation, via l'interdiction. Mais c'est en chantier, voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Oui, c'est sur la table. C'est sur la table. Yannick, il y a une autre question sur les poteaux, en fait. Est-ce que tu vas parler de ça à un autre endroit ou est-ce que je peux te relayer une question? Non, vas-y, relaye. Donc, la question de Elisabeth Jamar. Il y a quelques années, il était obligatoire d'utiliser un fût orange pour la signalisation de stationnement zone bleue ou zone payante. Et à l'arrière du panneau, l'arrière du panneau devait être orange. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors non, donc je n'en parle pas parce que bon, c'est quand même quelque chose qui est assez ancien aussi. Donc il faut savoir que depuis septembre 2020, ça c'est pas récent, je suis d'accord, mais enfin, on a supprimé ces notions de couleur. À titre indicatif, l'arrière du panneau n'a jamais été obligatoire, c'était un conseil. Par contre, le fût devait être orange pour donner de la validité au signal. On n'a pas toujours vraiment considéré ça comme important dans le sens où ça n'était qu'une notion du code du gestionnaire et ça n'apparaissait nulle part dans le code de la route. Donc le conducteur lambda n'était pas censé savoir que ça devait être sur fût orange ou pas. Il faut savoir l'historique aussi, mais là il faut remonter même avant mon entrée, je vais dire, à l'inspection. C'était au temps où on avait des panneaux de stationnement interdits double face. Je ne sais pas, les plus anciens, et je pense qu'ils sont tous retraités maintenant, ont dû connaître ça, où la personne qui arrivait dans la rue voyait le panneau double face et on le plaçait des deux côtés, du côté de la chaussée qu'on voulait interdire. Il avait l'information. Puis sont venues les fameuses flèches dont on a parlé pendant tout le débat, flèches montantes et descendantes, où on a dit ben, on commencera l'interdiction de ce côté-là, on la terminera là. Et on a dit, mais le conducteur qui va rentrer, qui va faire demi-tour, qui va rentrer du côté où on n'a pas de panneau, qui va faire demi-tour et se garer, il risque de ne pas savoir quel est le signal à l'entrée, puisqu'on avait remplacé les doubles faces. Donc c'est à ce moment-là qu'on a dit, ben, on va attirer l'attention sur le fait que c'est du stationnement par la couleur du fût. Bon, maintenant en ville, on n'utilise plus jamais les fûts de couleur, hein, c'est devenu gris partout. Donc on a préféré abroger cette mesure qui était déjà abrogée de longue date, d'ailleurs sur Bruxelles. J'ai encore une autre question, mais je ne sais pas repérer qui l'a écrite. Peut-on envisager des réservations à des usages précis sur le domaine privé communal? Et donc, ça pourrait être parking réservé corbillard, curé, bonne du curé. Alors, encore une fois, il faut que le véhicule soit identifiable. Donc, le véhicule funéraire, ça, c'est permis. Donc, on fait parfois du stationnement réservé aux véhicules funéraires. En général, ce ne sera pas tout près de l'église, hein, parce que, bon, heureusement, on ne sait pas encore prévoir les enterrements à l'avance. Or, il faut quand même une notion d'information, je vais dire, par rapport à ce qu'on met sur la signalisation. Par contre, près des funérariums, on a parfois des réservations aux véhicules funéraires. Parce que bon, c'est vrai que c'est une question aussi un petit peu de respect. Je vois mal, disons, les croque-morts commencer à trinque-baller le cercueil sur 50 mètres avant d'aller l'embarquer dans le corbillard. Maintenant, curé, bonne du curé, à partir du moment où ils sont physiquement aptes à se déplacer, je ne vois pas pourquoi il faut leur réserver un emplacement. Ce sont des gens, je vais dire, comme tout le monde. Et le sport, c'est bon pour la santé. Mais donc là, la question, oui, Sur un site privé, oui. sur un site privé, bon, si c'est un site privé, c'est une gestion privée. Le problème, c'est le respect de ça derrière. Donc, en fait, à partir du moment où si moi j'ai envie dans mon allée de garage de mettre un stationnement interdit, rien ne m'en empêche. Et à ce moment-là, je dois verbaliser ma femme peut-être, mais la police ne viendra pas verbaliser sur mon espace privé. Maintenant, si c'est un espace, je vais dire, un espace, j'aime pas trop m'engager là-dedans, mais si c'est un espace privé communal assimilé à un lieu public et à la voie publique, à ce moment-là, on peut éventuellement agir via le règlement général de police. C'est ce qu'ils ont fait à Tournai, parce qu'ils ont des PH fins, des P bourgmestres.
Et j'ai dit, tant que c'est privé, moi, ça, vous pouvez le faire, évidemment, parce qu'on n'est pas dans l'espace public. Donc là, ça ne posait pas de souci. Puis, on est venu me mettre des emplacements pour handicapés. On m'a demandé de les réglementer. J'ai dit, ah non, je ne suis pas d'accord. C'est un espace privé. Donc, j'ai dit, c'est soit les handicapés, mais alors vous m'enlevez l'épée bourgmestre, etc. Finalement, ils ont contourné un petit peu le problème. Ils ont mis ça dans leur RGP, Règlement général de police. Et ceux qui squattent les emplacements pour personnes handicapées à cet endroit-là sont verbalisés, mais via une sanction administrative communale, parce que c'est dans le Règlement général de police. Et ça ne me dérange pas. Hein. Bon, on peut gérer ça de cette façon-là. Mais quand c'est la voie publique, on ne prend pas de règlement complémentaire et la police n'a pas d'arme, je vais dire, via la perception immédiate, via la verbalisation, d'aller empêcher. Ah, quand c'est privé, pardon. Merci de ces précisions. Je vois que François Deteille a sa main levée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a une autre question ou si c'est Oui. par oubli. Oui. Non, il y a une autre question. Oui, François. Et, Yannick, on parlait de trottinettes électriques. Oui. Dans l'avenir, est-ce que c'est prévu d'avoir des emplacements pour les trottinettes électriques sur les routes ou pas? Oui, donc François me demande si c'est possible d'avoir des emplacements pour les véhicules électriques dans l'avenir. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, en plus de l'interdiction de stationner pour les véhicules électriques, pour les trottinettes électriques, le code de la route va évoluer et prévoir des réservations d'emplacements de stationnement pour trottinettes électriques. Enfin, Oui, trottinettes. On va dire trottinettes de manière générale. Hein. oui, mais pas uniquement pour les emplacements de parking, mais pour la circulation sur les routes. Ah, la circulation sur les routes, mais ça, elle est déjà définie. Hein. Donc, la circulation des trottinettes, c'est clair. Elle fait partie de la catégorie des engins de déplacement. Si ça roule plus vite que l'allure du pas, c'est considéré comme un cycliste. Et ça ne peut pas excéder 25 km/h, même motorisé. Parce que je trouve que c'est super dangereux sur les routes. Ouais, tu peux trouver ça super dangereux, mais c'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, pendant les journées sans voiture, on en a même vu sur l'autoroute. Hein. Ouais, ça va. Une Merci. question de Michael Sestre. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Mickaël. Bonjour Yannick. Non, je voulais justement intervenir par rapport à ça, mais tu rebondis Ah plus oui. vite. Ah d'accord, ok. Ça va. Peut-être que c'était déjà C'est une question à laquelle on avait déjà répondu. Merci, Mickaël. fait pas.